Bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est l'heure de Territoire Sénat et l'actualité parlementaire et sénatoriale avec dans un instant l'invité politique, mais tout de suite les titres de cette actualité au Sénat et au Parlement. Saveria. Bonjour à tous, à la une de l'actualité ce matin, la taxe GAFA à l'épreuve du Sénat. Ce projet de taxe sur les géants du numérique doit faire de la France un des pays pionniers en la matière. Problème, la commission des finances du Sénat juge le texte risqué juridiquement. Elle a donc adopté un amendement pour limiter dans le temps la durée de vie de cette taxe. Dernière ligne droite pour la réforme de l'école. Le vote solennel de la loi Blanquer est prévu demain. Les sénateurs ont profondément modifié le texte. Ils ont notamment supprimé un des articles phares de la loi, la possibilité de fusionner école et collège dans certains territoires. Et puis le projet de loi sur la distribution de la presse, ce texte réforme en profondeur la loi Bichet d'avril 1947. C'est la réponse du gouvernement à la crise traversée par le secteur. Pourquoi faut-il réformer et moderniser la distribution de nos journaux? On en parle dans cette édition. La taxe GAFA à l'épreuve du Sénat, ce projet de taxe sur les géants du numérique doit faire de la France un des pays pionniers en la matière. Problème, la commission des finances du Sénat juge le texte risqué juridiquement. Elle a donc adopté un amendement pour limiter dans le temps la durée de vie de cette taxe. Explication Adrien Develay. L'initiative du gouvernement ne fait toujours pas l'unanimité. Le Sénat s'apprête à discuter de la taxation des géants du web. Une taxe qui concernerait la publicité en ligne, la revente de données et l'intermédiation. Mais la droite sénatoriale est encore réticente à voter une telle mesure qui pénaliserait aussi, selon elle, les entreprises françaises. Les estimations de Bercy sur la contribution des GAFA à cette nouvelle taxe, ça sera 20%. Donc ça veut dire que 80% de la taxe ne seront pas payés par les GAFA, mais par contre concerneront soit des entreprises françaises, soit des contribuables français à titre personnel. La commission des finances du Sénat craint aussi pour la fragilité juridique du texte. La taxe votée sans le feu vert de l'Union européenne pourrait ensuite être rendue caduque par Bruxelles. Juridiquement, ça ne tient pas la route vis-à-vis du droit européen et qu'on risque d'avoir les désagréments de devoir rembourser les gens qui vont pendant 3-4 ans payer cette taxe. C'est-à-dire on fera reporter sur les gouvernements du futur une somme financière que le gouvernement actuel va éventuellement ponctionner. Partagée, la commission des finances a ajouté un amendement lors de l'étude du texte. Cet amendement, s'il est adopté, limiterait la taxe jusqu'en 2022. Une taxe temporaire donc. C'est aussi ce qu'espère le sénateur de La République En Marche, Julien Bargeton. De toute façon, cette taxe est temporaire parce que l'idée est bien de lancer un signal, notamment à l'Europe, pour dire que la France est prête. Il y a d'autres pays qui y réfléchissent, l'Espagne, la République tchèque notamment. Donc l'idée, c'est bien d'avoir une taxe qui sera temporaire parce qu'ensuite, il faudra passer à une échelle européenne puis mondiale. Une taxe pourtant lucrative. L'État espère 400 millions d'euros de gains pour le reste de l'année 2019, 650 en 2022. Voilà, on poursuit l'examen de ces actualités parlementaires et sénatoriales avec une invitée politique ce matin, Sophie Tallier-Polian. Bonjour, vous êtes sénatrice Parti Socialiste du Val-de-Marne et merci d'être sur notre plateau. Bonjour Sophie Tallier-Polian, vous êtes chef de file de votre groupe sur la loi GAFA. On vient de voir un sujet justement sur cette taxe. Une loi que le Sénat examine à partir de demain. Elle est jugée risquée sur le plan juridique par Albéric de Montgolfier, le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Non, je ne partage pas cette inquiétude, mais M. de Montgolfier, d'ailleurs, propose une solution pour que cette taxe soit peut-être moins risquée. Donc on espère que le ministre, sur le banc demain, nous rassurera sur cette question. Mais il ne me semble pas que c'est la question majeure aujourd'hui de ce texte de loi. Quelle est la question majeure alors sur ce texte ? Alors pour moi, il y a deux questions majeures. La question majeure, d'abord, ce texte de loi, on parle beaucoup de taxe GAFA, mais il y a deux articles. L'article sur la taxe dite GAFA et puis un article qui diminue la baisse de l'impôt sur les sociétés. Donc finalement, ce projet de loi, c'est avant tout une première manière de financer les mesures qui ont été annoncées par le président de la République pour tenter de résoudre la crise des gilets jaunes. Et à ce titre, je pense qu'il faut vraiment, à ce moment, souligner que son première modalité de financement, qui nous satisfont plutôt, parce que on demande aux entreprises de participer pour que
que la justice fiscale soit de meilleures factures. On demande aussi notamment aux géants du numérique qui payent très très peu d'impôts, donc ça nous semble aller dans la bonne voie. Mais par contre, c'est largement insuffisant pour financer l'ensemble de ces mesures. Et donc on reste sur notre faim. Comment 7,4 milliards d'euros qui ne sont pas encore financés sur les mesures annoncées en décembre. Je ne vous parle même pas des mesures annoncées le 25 avril. Au total, ça fait 17 milliards en effet. Voilà, donc il est temps là-dessus qu'on puisse nous répondre pour nous dire si effectivement ce sera uniquement 1,4 milliard sur les sociétés, puis tout le reste sur les contribuables ou sur des baisses de financement des services publics. Oui, ça c'est des vrais sujets qui intéresseront les Français. Pour revenir sur cette loi GAFA, sur cette taxe qui est donc examinée demain, on en parle, la Commission des finances, pour sécuriser justement juridiquement le texte, a adopté un amendement qui en fait que la taxe va disparaître en 2022. À quoi sert une taxe si elle disparaît au bout de 2 ans? Alors moi je suis défavorable à cet amendement et avec le groupe socialiste, nous nous opposerons à cet amendement. Il nous semble important de poser le principe d'une taxe sur les géants du numérique. Ça va pas assez loin. Parce que c'est l'initiative du gouvernement. On soutient l'initiative du gouvernement tout en disant qu'elle ne va pas assez loin parce que finalement le problème de sous-taxation des entreprises multinationales ne s'arrête pas au numérique. Je pense à une célèbre marque qui vend des cafés en vous inscrivant le prénom dessus, qui organise son absence de rentabilité en France pour ne pas être imposée, alors qu'on voit des cafés ouvrir à tous les coins de rue. Donc c'est une toute petite partie du problème qui est traitée. Néanmoins, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, compte sur l'effet d'entraînement. On peut se féliciter que notre pays soit justement chef de file, soit leader sur de telles questions de taxation des géants du numérique. Mais ça fait 2 ans que moi je suis parlementaire, ou presque, et 2 ans qu'on propose à plusieurs reprises à Monsieur le Maire effectivement d'adopter tel ou tel amendement que nous avons proposé dans la loi de finances ou dans d'autres lois pour faire en sorte d'enclencher quelque chose. Jusqu'à présent, Monsieur le Maire nous disait « mais non, je vais mettre la pression en Europe, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. » Bon, on a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il n'y est pas parvenu. Donc bon, après quand même une prise de conscience de cet échec, nous sommes favorables, nous sommes contents que enfin la France prenne l'initiative pour faire en sorte de mettre la pression sur nos partenaires européens en disant oui, c'est possible, et aussi pour aider les démarches de l'OCDE qui vont également dans ce sens. C'est pourquoi le fait que cette taxe, dans l'esprit, soit limitée dans le temps me semble bonne. Cependant, il ne faudrait pas inscrire une date sans avoir de certitude que les négociations internationales n'auront pas abouti à cette période-là. Donc c'est pour ça que nous sommes opposés à inscrire une date, mais effectivement, dans l'esprit, pour nous, cette taxe ne sera vraiment efficace que lorsqu'elle sera validée par tous les pays de l'OCDE. Justement, pour finir sur ce sujet, vous regrettez que la France y aille seule, sans partenaires européens. Vous dites c'est néanmoins bien qu'elle commence, il faut bien commencer quelque part. Non, moi je trouve que c'est bien que la France y aille seule. Mais si vous voulez, on a perdu 2 ans. Parce que Monsieur le Maire a fait semblant ou a voulu penser qu'il serait le plus fort et qu'il obtiendrait notamment de nos voisins allemands et d'autres pays comme l'Irlande qui mettent en œuvre leur développement sur la mise en concurrence avec des pays comme le nôtre. Donc il était plus que temps de se rendre compte. Mais ce que j'observe, c'est quand même que dans toutes les autres pans de la politique européenne, le gouvernement ne prend pas la mesure de cet échec-là et qu'il faut aller plus loin, plus vite et trouver d'autres partenaires en Europe. On va maintenant parler d'un autre sujet, la réforme de l'école. C'est la dernière ligne droite pour ce projet de loi qui sera voté solennellement demain au Sénat. Les sénateurs qui ont profondément modifié le texte, ils ont notamment supprimé un des articles phares de la loi, la possibilité de fusionner école et collège dans certains territoires. Explication Samia Dechir. Le Sénat reste opposé à la fusion école primaire et collège. Supprimée en commission, cette mesure de la loi Blanquer est revenue dans l'hémicycle par un amendement du sénateur LR Jacques Grosperrin. Il proposait d'ajouter des garanties comme le maintien d'un directeur par site ou l'accord des collectivités territoriales concernées pour toute modification de l'implantation des classes. Pas suffisant pour apaiser les tensions après des mois de polémique, a jugé le ministre de l'Éducation. Je ne peux que constater les malentendus qui se sont installés autour de cette idée. Et il n'y aurait rien de pire que de l'abîmer au travers d'un malentendu. Donc nous avons clairement le sentiment qu'il y a besoin de temps, de maturation. Et s'agissant de cet amendement, je dirais à mon tour sagesse. La commission de la culture et de l'éducation a elle aussi émis un avis de sagesse. Cela veut dire qu'elle ne se prononce pas et s'en remet au vote des sénateurs. Et les sénateurs ont été nombreux à s'y opposer. Cela partait d'un texte à l'origine qui était une erreur, pour ne pas dire d'une connerie.
Et une connerie, même réécrite, c'est un peu meilleur, mais c'est pas beaucoup mieux. Vous ne vouliez pas de loi Blanquer. Ben écoutez, vous aurez une loi Blanquer 1 et je vous invite rapidement à déposer une loi Blanquer 2. Donc revenez avec un second texte et traitons enfin tous ces sujets, mais après la plus vaste concertation possible. Devant les nombreux appels à voter contre, Jacques Grosperrin a finalement retiré son amendement. La fusion école primaire et collège est donc supprimée du texte par les sénateurs. Pas opposé sur le fond, il réclame d'abord une concertation des acteurs concernés. Cette possibilité de fusionner école et collège dans certains territoires, elle était mal pensée, mal expliquée, pas nécessaire cette mesure ? Alors, il y a un certain nombre d'expérimentations qui ont lieu dans des territoires. Il eût été normal, logique, si ce gouvernement ne procédait pas par coup de force, etc., de prendre le temps de l'évaluation de ces expérimentations qui ont plusieurs années de réalité. Donc, on peut vraiment voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles. Après évaluation, rentrer en discussion avec la communauté éducative et voir comment les choses peuvent se faire. Mais là, ça s'est fait, alors que le titre du projet de loi, c'est l'école de confiance, mais là, ça s'est fait sans qu'il n'y ait aucune confiance possible. C'est-à-dire que ça a été introduit par un amendement au Parlement, par les collègues députés, sans aucune étude d'impact, donc sans prendre le temps. Donc ça a suscité un émoi pas possible, parce que derrière, évidemment, il y a la crainte de fermeture d'écoles dans les zones rurales. Et comme on a, en général, dans ce gouvernement, à chaque fois, la tentation de nous parler rationalisation, mutualisation, mise ensemble de services pour générer des économies, alors vous imaginez bien que dans la communauté éducative, ça a été l'émoi et la crainte qu'on utilise ces quelques expérimentations qui marchent pour accélérer les fermetures d'écoles en milieu rural. Voilà. Sur d'autres parties du texte, la droite sénatoriale a voté plusieurs mesures symboliques, notamment par exemple la suspension des allocations familiales pour les parents d'élèves absentéistes ou encore l'interdiction des signes religieux lors des sorties scolaires. Quelle est votre position sur ces mesures ? Alors sur l'interdiction des signes religieux lors des sorties scolaires, à partir du moment où on considère que ce sont bien à des parents qu'on demande d'accompagner leurs enfants. Ce ne sont pas des agents publics, on ne les pose pas en situation d'être des agents publics. D'ailleurs, on ne vérifie aucunement leur casier judiciaire, s'ils ont des compétences, en clair, etc. c'est l'interdiction du port du voile pour les accompagnants. En clair, si on a une maman qui porte un voile et une maman qui porte pas un voile, elle reste une maman qui porte un voile et une maman qui porte pas un voile. Et donc, il faut, comme on leur demande de participer en tant que maman ou en tant que papa, il n'y a aucune raison d'interdire à une et d'autoriser l'autre. Les mamans, devant les sorties des écoles, elles sont là dans ce qu'elles sont, dans leur identité, dans leur personnalité. Donc, ce serait quand même incroyable de dire à un tel « Ah ben non, vous ne pouvez pas parce que vous vous habillez comme ça. Ah ben non, vous pouvez... » On n'est pas dans l'enceinte scolaire, on n'est pas agent public. Mais bien sûr. Et puis, si vous voulez, moi je vis dans un quartier, mes enfants fréquentent une école où toute cette diversité s'exprime. Il n'y a jamais eu de question sur ce sujet. Et c'est quoi, finalement, être un parent qui accompagne ? C'est aider à traverser la rue, monter dans le bus scolaire. Enfin, je veux dire, il faut que l'école soit aussi un peu une école où on vive les uns avec les autres. Et puis voilà, sans se poser des tas de questions. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore une fois une stigmatisation. Et sur la suspension... Ce sont des parents qui accompagnent des enfants à traverser la rue. Et sur la suspension des allocations familiales pour les parents d'élèves absentéistes, est-ce que ça, c'est pas les parents d'élèves qui sont absentéistes, c'est les élèves absentéistes. Les élèves. Mais on suspend les allocations familiales pour leurs parents. Écoutez, pour moi, on ne résout pas des difficultés dans les familles en leur rajoutant des difficultés. Donc, si vous voulez, ce n'est pas parce que les familles ont des difficultés d'autorité vis-à-vis de leurs enfants qu'on va régler ce problème en les mettant encore plus en difficulté. Alors, ils vont dire « Ah ben, tu comprends, mon petit chéri, tu sèches les cours tous les jours, j'ai du mal à faire valoir mon autorité sur toi, mais il y a la CAF, elle va plus me donner d'argent. » Alors, c'est encore l'autorité parentale qui est encore plus mise à mal. Ça n'a pas d'efficacité. Dernière question rapidement. C'est vraiment des mesures, je dirais, qui relèvent un peu d'une droite réac qu'on a retrouvée dans l'hémicycle à l'occasion de la loi confiance sur l'école. Vous ne retenez rien de positif dans cette réforme. Par exemple, l'école obligatoire à 3 ans, adoptée à l'unanimité au Sénat. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, nous dit que c'est un très grand progrès social. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, c'est un progrès dans la loi, dans le principe. Mais ce n'est pas un grand progrès social, puisque ça concerne très peu d'enfants qui ne vont pas à l'école. Et encore certains
vont au jardin d'enfants, où il y a quand même des gens qui sont dans un cadre collectif, éducatif, etc. Donc on n'est pas dans le cadre d'un vaste progrès social, on est dans un progrès sur les principes qu'il est juste et bon de souligner. Cependant, on le sait, il y a des conséquences financières pour les collectivités, et alors qu'on est en restriction budgétaire pour tous les services publics, on va aider davantage les écoles privées financièrement, parce que c'est cela la conséquence concrète de cette décision. Plus que pour quelques milliers d'enfants, la conséquence concrète de cette décision, c'est d'obliger les mairies à subventionner les écoles maternelles privées, qui donc vont avoir peut-être d'autant plus de raisons de se développer. Donc pour moi, ce n'est pas la bonne solution d'avoir fait ça en faisant comme si ces conséquences n'existaient pas alors qu'elles sont majeures. Merci. Sophie Tallier-Polian, vous êtes sénatrice PS du Val-de-Marne. Que se passe ? Sénatrice Génération. Génération. Voilà. Mais apparentée socialiste. Voilà, il n'y a pas de groupe Génération Sénat, donc bien un groupe socialiste au Sénat. On l'explique bien. Alors, le Val-de-Marne, pourquoi c'est poussé de tension ? Le commissariat de Boissy-Saint-Léger a été attaqué par plusieurs individus. 3 policiers ont été intoxiqués par de l'acide chlorhydrique d'ailleurs, jeudi à vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi. 4 jeunes hommes, dont un mineur, ont été placés en garde à vue. La situation est décrite comme explosive depuis la fusillade entre des clans rivaux à toujours Boissy-Saint-Léger. Pourquoi cette tension dans le Val-de-Marne ? Vous en êtes sénatrice. Alors écoutez, il n'y a pas forcément de tension dans tout le Val-de-Marne. Il ne faut pas non plus généraliser. Là, j'ai parlé de Boissy-Saint-Léger. Boissy-Saint-Léger, dans tout le Val-de-Marne. Il y a un certain nombre de difficultés dans le Val-de-Marne, comme dans tous ces territoires dont certaines poches souffrent d'une grande paupérisation qui malheureusement ne cesse de s'accentuer. Donc aujourd'hui, on voit aussi une situation où les forces de police ne sont pas renforcées et où il y a certes l'expérimentation de la police du quotidien sécurité, mais pas sur ces territoires-là. On l'a dit à plusieurs reprises. Il y a nécessité d'une police de proximité et que les commissariats soient renforcés. Ce n'est pas le cas dans nos territoires aujourd'hui, alors même que, évidemment, effectivement, on ressent une montée des actes très graves, mais qui sont quand même relativement isolés. Je ne voudrais pas qu'on ait une image d'un Val-de-Marne à feu et à sang. Isolé, mais qu'il faudrait traiter par des forces de police dans la proximité et qui soient toujours en nombre. On a souvent dans nos territoires des appels de citoyens, il n'y a pas de voiture. On a dans certains commissariats une diminution du nombre de fonctionnaires de police depuis des années et des années. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation à Territoire Sénat. Sophie Tallier-Polian, sénatrice Génération. Les temps forts maintenant.